l'inspection et la maintenance de l'infrastructure urbaine. Merci. Merci beaucoup pour votre introduction. Et merci pour l'invitation aussi au comité organisateur du congrès. Je voudrais vous parler d'un sujet qui me passionne depuis très longtemps. J'ai suivi la robotique, j'ai fait une formation en robotique. Et comme vous savez peut-être, les formations en robotique sont toujours très orientées à la partie mathématique, malheureusement. Les modèles dynamiques, les modèles dynamiques, les singularités, c'est des choses de tous les jours dans les domaines de l'application, dans les domaines de la formation en robotique. Et quelquefois, on oublie l'application. On la laisse à côté, comme si c'était secondaire. Ça fait déjà très longtemps que ça se passe comme ça. Presque depuis la naissance de la robotique. Quand j'étais jeune, j'imaginais qu'à l'année 2000, on allait voir des robots partout. Moi, je vous parle quand j'avais 95 quand j'ai commencé à travailler sur ça. On allait voir des robots partout, assistant les gens dans des tâches qui sont dangereuses, qui sont répétitives, qui sont dans des environnements toxiques. Mais on ne les voit toujours pas. Pendant la pandémie, on voulait voir les robots. Pendant l'explosion de la centrale nucléaire de Fukushima, on voulait voir des robots. Mais il y avait des robots. Mais les robots dansaient. Ils dansaient dans le théâtre, dansaient dans les labos, poussaient les portes, non, les robots. Mais quand on a vraiment besoin d'eux, ils sont pas là. Et ça, c'est, je dois le dire, c'est ça ma faute aussi. Parce que je suis un chercheur en robotique, comme vous. C'est notre faute. C'est notre responsabilité. Et ça doit être notre compromis envers la société et envers nos étudiants. Alors après, ça va être aux étudiants de trouver des solutions. Mais quand j'étais jeune, personne ne l'a dit. On m'apprenait la robotique, on m'apprenait les maths, la jacobienne. J'ai perdu le sommeil avec la jacobienne. Je ne sais plus. Bien sûr qu'il non. Mais on ne m'a jamais parlé de la robotique de service quand j'étais jeune. Alors maintenant, vous ne pourriez plus dire personne ne m'a parlé. Parce que vous êtes là, vous allez m'écouter. Et au moins, vous pourrez dire, oui, il y a un monsieur du Mexique qui nous a parlé des robots. Donc, je vais vous parler d'abord quel est l'état de la robotique de service. Et avec un exemple, les nettoyages et l'inspection, je vais vous montrer comment est-ce que nous sommes en train de proposer une solution pour un problème bien précis, les nettoyages et l'inspection de l'infrastructure urbaine. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on a commencé à faire la conception mécanique de ces robots, comment on a fabriqué un prototype, et puis après, à la fin, bientôt, plutôt, je vais vous parler des défis, plus que des conclusions. D'abord, il faut séparer. Les applications robotiques sont deux, basiquement. La partie industrielle, la partie service. La partie robotique, on la connaît parfaitement bien. On parle des robots de soudage pour éviter des brûlures,
des problèmes de santé avec la fumée et les gaz toxiques qui se produisent. On connaît aussi les robots dans la peinture automobile, ça on les connaît aussi très très bien. On évite ça, on améliore la qualité, on réduit les maladies des travailleurs. La robotique industrielle aussi sur les pick and place, charge, décharge. C'est ça qu'on apprend à l'école. Et puis il y a la pénurie, où les risques sont très graves pour les travailleurs qui travaillent dans ces conditions-là. Et ici, il n'y a pas non plus beaucoup de solutions. Et l'emballage. C'est des applications très connues en robotique. Ils sont vraiment tellement connus qu'il y a des fabricants. D'ailleurs, je ne vais pas mettre ici tous les logos des fabricants qu'il y a pour ces applications-là. Parce que c'est peut-être le double ou le triple des fabricants. ABB, Fano, Kuka, Yaskawa, tous les Japonais, tous les Américains, les Coréens qui se sont additionnés à cette liste, ça on les connaît parfaitement bien. Ici, les défis technologiques, je ne voudrais pas le dire, mais c'est presque terminé. On est en train d'améliorer, réduire les coûts, réduire les poids, doter la partie mécanique de l'intelligence artificielle, etc. Mais il y a l'autre côté, l'autre volet, la robotique de service, qu'on peut décomposer en service personnel et service professionnel. On va voir la différence. D'abord, les robots de service personnel. On parle de ce type d'application, 5, des tâches ménagères. Ça, c'est très connu, les robots Roomba, qui peuvent nettoyer les sols, couper la pelouse, ou bien les robots qui peuvent nettoyer les vitres d'une maison. Ça, malheureusement, c'est les grands avancements de la robotique depuis une certaine d'années. C'est bien, c'est déjà quelque chose. Mais ça reste trop simple, n'est-ce pas? Si vous la jacobienne, vous savez les maths, ici, il y a 3, même pas 4 roues, il y a 2 roues, il y a une petite carte d'assainissement. Et nous sommes en train de faire des mécanismes articulés, 24 degrés de liberté, avec 3 cartes d'assainissement, avec de l'intelligence artificielle, tout ce qu'on voit à l'école, ici, pour travailler comme ça, en 2023. Bien sûr, on a d'autres applications. Et aux personnes qui ont des problèmes des articulations, avec des prothèses, des orthèses ou des exosquelettes pour aider les gens à marcher. Il y a aussi des développements sur la partie surveillance, avec des caméras qui sont presque des robots, 2-3 degrés de liberté, ou bien ce qui est à la mode, les drones, qui peuvent faire beaucoup de choses, mais qu'on ne doit pas voler non plus parce qu'il y a des problèmes de réglementation pour qu'ils puissent voler sur les villes. Il y a aussi la robotique, ça c'est un volet très important pour l'apprentissage, on le voit dans les écoles. Les petits, ils n'ont plus peur aux maths ou à la physique parce qu'ils voient que ça peut s'utiliser sur la robotique. Et ça c'est très bien, parce qu'on attire les jeunes. Mais il faut les attirer aussi sur les problématiques qu'on a, nous, êtres humains. Et là, c'est là dont on a besoin de la robotique d'assistance. Ça, malheureusement, c'est un volet qu'on voit de plus en plus souvent en robotique, les divertissements. Ça, c'est très connu, ça, c'était très connu à une époque, c'était les Aibo qui ont développé les Japonais. Il y a des tournements, il y a même un championship des robots footballeurs. Et puis on rêve un jour de faire l'équipe robotique contre l'Argentine. Non? Ah bon?
Vous voyez, c'est bien, pourquoi pas. Mais est-ce que c'est la bonne direction? Oui, ok, c'est bien, c'est amusant. Tirer de l'argent pour financer la recherche. Et les robots qui dansent, et les robots qui montent les escaliers. Et il y a l'autre volet, les services professionnels. Et on parle des applications qui sont un peu plus réalistes. Agriculture, construction, inspection, etc. On va voir quelques exemples. Non, on ne verra pas des exemples. Où sont les robots? Ici, il y a beaucoup plus de problèmes que des solutions. Je vais vous montrer. On parle des robots dans l'agriculture. Et c'est ça les exemples. Ça fait rire pour ceux qui connaissent les robots industriels. Ça, c'est un Universal Robot. On n'imagine pas un robot comme celui-là dans un greenhouse. Moi, j'ai du mal à imaginer ça. C'est un robot industriel. Ou celui-là, regardez, pour la récolte des tomates, des robots avec une pince comme ça. C'est vrai. On rigole, c'est un montage, c'est une image, c'est un montage. C'est des robots industriels. On ne peut pas utiliser des robots industriels pour les applications de ce type. Ils ne sont pas faits pour. Là, normalement, on a besoin de démonter une structure très solide qui supporte le poids des robots. Et ça, c'est dans un greenhouse. Ça, imaginez dans l'agriculture, la récolte. Allez-vous mettre des robots industriels ici? Oui, ils sont très bon marché, ils sont des capteurs, ils ne sont pas faits pour ça. Ou ici, allez-vous mettre des robots industriels? Et Kuka? Et Franca? Ou pour la reforestation? Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il y a des trous qu'il faut faire, qu'on doit tracer. On doit prendre l'arbre, le petit arbre comme ça, le mettre dans le trou. Regardez, il n'y a que l'armée. Il n'y a que l'armée qui peut faire ça. C'est tâche répétitive, c'est dur. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Moi, j'ai essayé une fois. C'est dur, c'est un travail très dur. Ici, imaginez-vous. Nous, on a la chance d'être dans le domaine académique, mais il y a des gens qui travaillent ici, toute la journée, tous les jours. Au milieu de la forêt, parce qu'on n'est pas chemin. Ou bien ça, c'est très très dangereux. Et on en parle toujours. L'élimination des mines terrestres. Et il y a des personnes qui font ça. C'est pas leur faute. Monsieur le robot, regardez, ça c'est au Japon. Hein. Là, c'est pylône. C'est là où passent les lignes de haute tension. C'est une quinzaine de mètres. Ça, c'est des travails à hauteur. Des hélicoptères pour l'inspection. C'est aussi dangereux. Et les personnes qui montent. Pourquoi on ne met pas ici les robots qui montent les escaliers, par exemple? On a vu tout à l'heure. Ou là, regardez, ça c'est terrible. C'est une situation très, très, très dangereuse pour les gens qui travaillent ici. Imaginez s'ils tombent. Ou là, regardez ces deux-là. Ils font l'inspection. Quelle hauteur? Quel petit espace? On pouvait se faire aider par des robots. Ou bien l'inspection ici, des endroits qui ont un accès compliqué, dans des réservoirs. Les nettoyages du train, ça c'est à Paris. Ça s'est fait comme ça. 2023. Regardez ça. Ça c'est possible.
C'est lui qui prend toute la grâce qu'il retire de là, c'est lui qui la coupe. Le nettoyage industriel, des fois c'est du sable à haute pression. Ou bien des composants toxiques. C'est pour ça qu'il est complètement protégé. Ou là, c'est l'inspection nettoyage. Ils sont en train d'enlever la corrosion. Ou là, sous la mer. Rien que les plongeurs, que des plongées, ça représente un risque. Ou ça, l'entretien des bâtiments. Ça, c'est en Espagne. Ça, c'est une vingtaine de mètres. Regardez comme il est. Et là, je pourrais passer toute la journée à vous montrer des exemples qui devraient être assistés par la robotique professionnelle de service où il n'y a pas de robot. Donc, c'est une présentation de robotique où, malheureusement, il n'y a pas de robot. Lavage des façades, ça, les séismes. On en parle tout le temps. On va faire un robot serpent. On va faire un robot vers de terre, inchworm, qui fasse l'inspection. Oui, corps. Où ça? C'est un corps terrible. Tous les CD, ça arrive la même chose. Et les pompiers, c'est eux qui sont. Les catastrophes nucléaires, les pandémies, les post-pandémies, c'est les nettoyages de toute la ville. Ça, c'est le problème, ça, c'est les défis. C'est ici qu'il faut viser, à mon avis, les efforts. En plus, il y a un marché. C'est-à-dire que si on développe quelque chose, on peut gagner de l'argent pour financer, si vous voulez, faire des robots qui dansent ou qui bougent ce petit cieux comme ça d'un côté à l'autre. Ça, pourquoi pas? Alors, quels sont les points communs? Pourquoi il n'y a pas de robots? D'abord, parce qu'il s'agit des environnements non structurés, comme ça peut être une usine ou un labo de recherche. On parle de la rue, de la ville, il y a beaucoup d'obstacles, il y a des choses qui changent tout le temps, il y a des piétons, il y a des animaux, il y a plein de choses. Ou bien la forêt, ou bien des zones qui sont sinistrées, qui ne sont pas bien structurées, il n'y a pas de modèle. Ou bien s'il s'agit des environnements qui sont dangereux, parce que la tâche arrive à lieu en hauteur, ou bien dans un environnement toxique, fumée, température élevée, ou basse température. Ici, ça c'est plutôt des avantages, des choses intéressantes. Il n'y a pas de robots commerciaux. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que c'est un terrain fertile pour que des pays comme les vous, le vôtre, Tunisie, ou comme le mien, le Mexique, on puisse faire des apportations ou des innovations et on va être certainement au même niveau que le reste du monde. Alors, je vais vous présenter un exemple, le nettoyage des façades. Ça, c'est des images de la France. Je pense que c'est un bâtiment. Ça, c'est un bâtiment nettoyé, et ça, c'est un bâtiment, une façade non nettoyée. Alors, on voit tout de suite la différence. Ça fait un changement, on a le lien. Hein. De quoi il s'agit de supprimer les traces noires, qui sont soit pollution, soit des micro-organismes, des bactéries qui font ça. Ou bien, des fois, des taches vertes. C'est une mousse qui commence à se développer sur les façades. Quand il n'y a qu'un étage, c'est assez simple. On peut le faire à la main. C'est plus compliqué quand c'est en hauteur. Aussi, il s'agit d'effacer les graffitis. J'imagine Paris maintenant, après les manifestations, là, ça doit être plein de graffitis. Il faut mettre du temps à enlever. Comment on fait ces nettoyages? C'est à haute pression, soit de l'eau chaude, plutôt de la vapeur, à haute pression, qu'on jette sur la surface, soit on utilise un détergent, ou bien du sable.
je ne sais pas si ça s'appelle du sablage. Ça, si c'est un monument historique, il paraît qu'on ne peut pas utiliser du sable, parce que ça dégrade. Mais si c'est un bâtiment assez moderne, on peut l'utiliser. Ça se passe comme ça, regardez. C'est un pistolet à haute pression, dans tous les cas. Et si il y a un problème de toxicité ou la substance qu'on utilise pour nettoyer, là, il faut se masquer, ça dépend. Et assez souvent, c'est arrive en hauteur aussi, c'est un nettoyage en hauteur. Et ça, c'est récent, hein, c'est des laveurs qui sont suspendus à des cordes. D'ailleurs, on ne les voit pas ici, mais j'ai une vidéo de celui-là, avec la pression qu'il est en train d'éjecter sur les façades, là, le laveur est fait comme ça, comme une pendule. D'ailleurs, il fait comme ça, après il doit se stabiliser pour lancer l'autre jet. Quand on a les moyens, on utilise des nacelles télescopiques. Hein? On monte la personne ici, regardez. Mais ça, il faut payer pour utiliser ces types de machines, ça coûte trop cher. Ou bien on utilise des échafaudages comme ça, temporaires, mais monter un échafaudage comme celui-là, ça prend des mois. Alors, ça c'est des problèmes que nous avons vissés, et nous avons une proposition. Un échafaudage simple, comme celui-là. Ici, c'est le réservoir de liquide de nettoyage, que pour commencer, ça peut être de l'eau, mais ça peut être du détergent ou du sable, les liquides qu'on utilise pour nettoyer, plus un robot cartésien pour permettre le mouvement de haut en bas, de droite à gauche, 3 degrés de liberté, plus un système pentile qui fait des zigzags comme ça. Ça, c'est un nettoyage zigzag. Ça, on met un système pentile, c'est-à-dire 5 degrés de liberté. 3 translations et 2 rotations. Là, on met le modèle cinématique, dynamique, jacobien, tout ce que vous voulez, hein, pour que le prof ne se fâche pas. Allez, les maths sont là. Et quelle est l'idée? C'est de le mettre en face de la façade, avec des roues comme ça, qu'on ne voit pas très bien, mais qui sont là, des roues, pour pouvoir manuellement glisser l'échafaudage pour faire avancer les robots, tous les systèmes. Alors, il faut que les robots puissent avancer ici, avancer à l'intérieur pour les concavités et sortir. Ça, c'est le 3e degré de liberté, en profondeur. Donc, c'est vertical, horizontal, profondeur et pentile, 2 rotations. Voici les détails, ça c'est à haut. Pour la verticale, le mouvement vertical, on utilise un poulie triple. Le poids qu'il y a le robot, c'est moins de 20 kg, c'est une quinzaine de kilos, tout ça. Donc ça suffit, 3 poulies. Après, il y a une crémaillère pour le déplacement horizontal. Un vis s'enfant pour les mouvements antérieurs, entrée-sortie, les pentites et les pistolets à haute pression. Bien sûr, on a fabriqué un prototype, ça donne ça. On a utilisé des profilés en aluminium, de l'impression 3D, surtout pour les pattes, c'est les jambes du robot hein, qui glissent, là, qui glissent sur la crémaillère. On utilisait aussi de la plaque acrylique pour réduire le poids et des moteurs à courant continu. C'est juste un prototype de labo, mais ici, regardez, c'est une petite taille. Mais tout est prêt pour l'escaler à n'importe quelle hauteur, 10, 15 km, ou bien en largeur, 2, 3 mètres.
Parce qu'on peut rajouter des crémaillères ici. Ici, il y a la crémaillère. On peut rajouter une autre crémaillère facilement, donc ça peut glisser sur une distance supérieure. C'est escalable, c'est correct. Voilà, ça donne ça. Ça, c'est le système Pantilt. Très bon marché, tout ça. On ne l'a construit pas. Parce que nous, on a presque tout fait. Les plus chers, c'était les profilés d'aluminium. C'est du profilé type Bosch, ça, c'est la plus cher. On nous a demandé pourquoi ne pas mettre un Kuka, un robot Kuka. Vous savez le prix d'un Kuka, un robot Kuka 60 000 euros 50, 30 000 si vous faites la négociation. Alors, quelles sont les conclusions? D'abord, la robotique des services est très peu développée à nos jours. Et c'est un domaine où on peut appliquer l'innovation, tout ce qu'on a écouté ce matin à propos des projets innovants, des solutions qui peuvent trouver des clients et de l'argent pour financer d'autres projets de recherche. Normalement, quand on pense à un robot, on pense à le faire complètement autonome. Mais ici, ce n'est pas le cas. Parce qu'il peut y avoir toujours un technicien qui, de loin, peut surveiller la tâche, ou bien, avec un joystick, être capable de diriger la tâche, soit toutes les tâches qu'on a vues dans l'agriculture, dans les bâtiments. Il ne faut pas que les robots soient là tout seuls. Il faut que les matériaux soient robustes, d'un côté, parce que ça, ils vont évoluer dans un environnement qui peut être aussi dangereux pour la machine, pour les personnes qui sont autour, mais en même temps qu'ils soient légers. Pour que ça soit simple à porter, déplacer et acheter ou vendre. On ne doit pas faire ça tout seul. Parce que c'est le nettoyage des façades que c'est déjà fait. Il faut s'associer à des spécialistes, un nettoyage, qui font déjà ça, ils le font à la main. Parce qu'ils connaissent les problèmes, les produits, les façades, ils sont les clients. Nous, il faut leur montrer les prototypes, les amener au labo, leur dire voilà, ça peut nettoyer. Il faut s'associer avec eux. On ne peut pas les faire tout seul, nous, dans les labos de recherche, eux, avec les problèmes. Il faut discuter avec eux pour toutes les tâches. Il faut aller avec les pompiers, avec les gens du bâtiment, avec les agriculteurs. Il faut faire ça, nous-mêmes même. Il faut faire. De quoi il s'agit? C'est très compliqué qu'un chercheur, un académicien, puisse rentrer tout seul dans un domaine comme par exemple l'agriculture ou la récolte. Ça va être impossible. Il faut s'associer. Et voilà, merci beaucoup pour votre attention, pour être ici et je reste à votre avis. Bonjour à tous. Merci Bravo pour cette très belle présentation. C'est toujours un plaisir d'écouter. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Oui, surtout. Bonjour monsieur, merci pour la présentation. Donc, une petite question, j'ai pas bien compris comment vous allez monter votre robot cartésien réellement pour gagner en altitude. Oui, Ici, par exemple, ça c'est, disons, un échafaudage de laboratoire, celui-là. Ça, quand on va l'amener sur la rue, on va mettre un échafaudage vrai. Ici, c'est profilé à l'aluminium. À sa place, on va mettre un échafaudage de 5 mètres, par exemple. Au bout
tout en haut de l'échafaudage, on va mettre un moteur. Là, on ne le voit pas ici. Il y a un moteur qui fait tourner tous les systèmes de poulies, triple ou bien 4, ça dépend de la charge. Il va monter lentement, c'est pas le système de vitesse ici, il va monter lentement aussi haut que l'échafaudage le permet. Et ça, ces systèmes de poulies, ça peut avoir 10-15 mètres, il n'y a pas de problème. Et les tours, on ne les voit pas ici, mais il y a des glissières. Il y a des glissières à l'intérieur pour que tous les systèmes, toutes ces classes, puissent monter sans trop de friction sur l'échafaudage. Et si on peut installer tout ça sur c'est-à-dire le petit robot là sur un droit. Oui, bien sûr, ça c'est aussi une autre possibilité. Par exemple, on a pensé aussi à mettre tous ces systèmes sans cet échafaudage, mais du haut du bâtiment, avec une poutre qui sort, comme ça. Et donc il y a le robot qui est suspendu d'une certaine façon. Voilà. On met des cordes, peut-être, pour plus économique. Il y a, pour ce qui est la partie implémentation, ça va dépendre de l'auteur du bâtiment. Si c'est un bâtiment à 4, 5, 6, 10 étages, ça peut être une solution. D'accord, merci. Lucie, question? Bonjour, merci pour nous donner votre point de vue sur l'utilité des robots par rapport aux humains. Je conteste complètement ce que vous dites. Parce que, quand vous dites commencer par les maths, que les maths ça devient la jacobienne, c'est quand même extrêmement réducteur des maths. Les maths, dans des bouquins, des ouvrages connus, les maths dans des ouvrages connus publiés, il est dit clairement que notre univers est mathématique. Notre univers est mathématique. Et vous êtes en train de délivrer un peu par cette jacobien, cette jacobien. Il y a d'autres matrices. Oui, mais je vais faire. Vous avez dit la parole. Je conteste, c'est plus que des questions. Quand vous avez parlé de 3 degrés de liberté, qu'est-ce qu'il y a derrière les 3 degrés de liberté? Il y a une base. Une base, c'est la structuration géométrique qui remonte au grec. Et ce savoir-là nous est arrivé comme ça. D'accord. Henri Poincaré, un grand mathématicien, un énorme mathématicien. Vous êtes en train d'aller loin. Non. C'est pour vous dire la vie d'un mathématicien remarquable, qui a découvert en même temps, peut-être avant Einstein, la relativité. La relativité, c'est pas un robot qui l'a fait, c'est un mathématicien comme ça. Henri Poincaré, il avait une idée. C'est un point de lumière dans un océan d'obscurité. Mais c'est ce point-là, c'est tout. Voilà ce qu'a dit Henri Poincaré. Donc, vraiment, de mettre les mains à ce niveau-là, en disant, le robot, vous êtes par ailleurs, sur un plan anthropologique, c'est-à-dire humain, vous êtes en train de vouloir remplacer des travailleurs qui ont des difficultés à trouver, des gens qui ont des difficultés à trouver du boulot aujourd'hui, par des robots. Et c'est ce que j'ai compris, plutôt que le ravalement. Le mot nettoyer les murs, c'est les ravalements. On va faire mieux, on va faire ça. Et en plus, on va leur demander leur avis pour prendre leur expérience. Il ne manque plus que ça. C'est ce que j'ai entendu. C'est au monsieur de répondre, monsieur Eduardo. Vous avez dit ça? On va demander aux techniciens, aux pompiers de donner des recettes pour qu'on introduise ça dans la logistique de nos robots. Mais la dernière chose que je veux vous dire, un autre bouquin que vous pouvez consulter, c'est ce qu'a écrit Cohen. Voilà, allez, on va devoir se dire, allez vous reposer, je ne sais pas ce qu'il va faire derrière, mais voilà, et vous nous donnez un peu la recette, comment vous avancez sur le feu, comment vous coupez le feu, comment vous coupez l'oxygène, etc. Et un mot, on utilise le robot, vous allez voir que ça va se passer très bien.
il va vous dire bravo, mais moi je ne vais pas avoir mangé. On peut faire une autre présentation. Non. Moi, j'adore le débat. Je termine. J'adore la polémique. Voilà. Bien sûr. Voilà. On peut le faire. C'est pas de Je la- pense qu'on a le temps. Mais c'est pas de la polémique, c'est pas de la polémique. C'est un échange. Je dis parce que vraiment, il y a beaucoup de choses que vous avez dit et qui sont des points de vue qui me semblent un petit peu aller dans le bon sens. L'humain, il ne coûte rien. Vous êtes là. Je peux vous remplacer par un robot dans ce discours-là. Vous-même. Peut-être que je suis déjà un robot. Non, mais par rapport à ce que vous avez dit, c'est un peu robotique, quoi. Je n'ai pas vu de. Et ça va bientôt arriver. Les portes virtuelles, c'est pour y arriver. Eh bien, c'est pour ça qu'Elie Cohen il a décrit comment l'humanité a évolué, l'économie humanitaire, comment elle a évolué depuis le néolithique jusqu'à aujourd'hui, pour expliquer les guerres, pour expliquer l'esclavagisme. Tout ça, écoutez, on peut parler ici de ça toute la journée si vous voulez. Mais d'abord, moi, ça m'intéresserait de voir votre point de vue, mais essayez de répondre à ce que je dis. Je voudrais juste attendre. D'après son discours, il n'a pas du tout énigré les mathématiques, mais il a dit qu'un robot derrière, c'est tout un modèle mathématique. Non, il n'a pas dit ça. Oui, il a dit les applications. Ça sert. je suis vraiment, j'ai entendu votre point, je comprends votre point, mais il faut aller un pas en avant. Toutes ces personnes que vous avez citées, c'était comme les pas dans l'escalier, à mon avis. À mon avis, ça c'est un point de vue personnel. Je ne comprends pas l'image. Qui nous ont permis d'arriver là où nous sommes maintenant comme humanité. Là. Et nous devons partir de là. Pas aller en arrière. Ils nous ont amenés à l'estade où nous sommes maintenant. Moi du Mexique, vous, Français et Tunisiens, ici. Pour communiquer, partager et avancer. Je ne néglige pas les travaux qui sont faits, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. J'ai jamais dit que ce ne sert à rien. Je veux dire qu'il faut avancer. On ne peut pas rester là tout le temps. Peut-être qu'il y a des gens qui vont rester là, c'est très bien. Mais il y aura à un moment donné, il n'y aura plus d'argent, et ça va être ma plénière de demain. Il n'y aura plus d'argent pour la recherche. Comment on va faire financer la recherche fondamentale? Ça, c'est un autre sujet. On pourra en débattre tout à l'heure. J'ai un point de vue à vous dire, mais on pourra débattre tout à l'heure. C'est par rapport au